Eh ben parfait, bah, écoutez, bienvenue à tous. Nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure. Donc, comme chaque mercredi, on va parler de conception on parle aussi habituellement d'impression 3D, de veille technologique sur le secteur de l'industrie. Et aujourd'hui, on va être dans un format workshop. On va parler du logiciel d'Autodesk Fusion 360. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Vous commencez effectivement à être habitué de nous entendre sur ce logiciel. Donc, ce live est en direct sur YouTube. Il est aussi accessible à l'ensemble des apprenants de la plateforme F3DF e-learning et il est ouvert à tous. Donc, merci à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Du coup, comment on va se dérouler cette session? On va parler un petit peu du sujet qui sera à l'honneur aujourd'hui, qui est un des modes de conception de Fusion 360. Et on passera en mode démonstration avec Xavier dans quelques minutes. Donc, je suis Florian Berthelot, je suis responsable du pôle industrie chez F3DF et je suis accompagné de Xavier Rousseau. Bonjour Xavier. Bonjour à tous, Donc content de vous Xavier retrouver. Rousseau, instructeur Autodesk pour les logiciels Fusion 360 et 3ds Max notamment. Tu es donc instructeur certifié sur le logiciel Fusion 360. Tu es aussi l'auteur du module e-learning Mon premier projet, concevoir donc une Google Home. Bon, je sais que certains suivent ton module actuellement. Et nous parlions la semaine dernière justement d'astuces pour mener à bien ce module. Donc, vous le retrouvez également en replay sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, Xavier, je t'ai demandé de nous parler un peu plus d'un des modes de conception de Fusion 360, qui est le mode forme. Alors, avant de rentrer dans l'explication sur ce mode, est-ce qu'on peut refaire une passe sur Fusion 360? Donc, c'est un logiciel qui est polyvalent, il a une approche assez globale de la 3D. Quelles sont les différentes approches qu'on retrouve dans Fusion 360? Alors, pour rappel, Fusion 360 est un logiciel très particulier qu'on peut appeler un logiciel d'outils, puisqu'il vous propose une gamme d'outils assez grande, d'ailleurs, pour créer tout votre produit, c'est-à-dire autant les parties paramétriques qui doivent être faites avec une précision absolue, que le design extérieur qui peut être un peu moins justement précis, être beaucoup plus artistique. Il va aussi vous donner une suite d'outils pour simuler les résistances de votre objet, pour créer les plans techniques ou pour encore préparer pas préparer, carrément envoyer votre objet dans les machines d'industrialisation telles que des CNC ou encore maintenant un trancheur pour l'impression 3D, puisqu'il a été rajouté un trancheur dans Fusion 360, d'ailleurs, que je recommande. Donc voilà, c'est une gamme très large pour pouvoir faire un peu tout ce que l'on veut. Il y a même un peu de présentation, puisqu'on peut faire des rendus avec un réalisme qui est quand même assez élevé, ou encore de courtes animations de présentation à introduire, par exemple, dans un slide ou dans une présentation tout court. Donc, c'est vraiment un logiciel extrêmement pratique, assez simple d'interface et qui reprend des outils venant de plein d'autres logiciels. Donc, on a beaucoup de possibilités. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment un logiciel polyvalent. Il s'adapte aussi bien pour des chefs de projet, des designers, des makers. Voilà, on retrouve vraiment un public très varié d'utilisateurs. Les principaux modes qu'on retrouve à l'intérieur de Fusion, on retrouve aussi bien des modes dits paramétriques, comme Inventor, et aussi des modes plus créatifs, comme on retrouve dans un logiciel comme 3ds Max notamment. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler du mode forme. Alors, quelle est la particularité de cet outil? Alors justement, le mode forme est la partie qui se rapproche des logiciels de modélisation polygonale, puisqu'en fait, on va l'appeler aussi le mode libre, dans le sens où on va pouvoir
modifier une forme comme on le souhaite en agissant sur les faces, les arêtes ou encore les sommets. Et c'est ce que le paramétrique ne permet pas. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes complètement libre des formes que vous créez. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sans précision, parce qu'on pourra partir de formes paramétriques et dériver cette forme comme en modifiant des points, des arêtes ou des sommets. Des points, des arêtes ou des faces, pardon. Et du coup, dans le logiciel, à quel endroit on retrouve cet outil forme? Alors, il y a deux versions, en fait. Lorsqu'on est dans une scène normale, où on a créé à partir de rien, ce mode forme, en fait, alors je vais partager l'écran pour bien que vous le voyez. Là, il faut que tu me donnes l'autorisation. Autorisation accordée, mon cher Xavier. Ah, c'est gentil. Donc voilà. Alors, lorsqu'on est dans une scène, comme je le disais, qu'on ouvre sans rien, sans importation, ce mode forme, c'est en fin de compte ce petit cube violet qui va vous faire rentrer dans le mode forme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on clique, tout notre barre d'outils change, devient violette d'ailleurs. Et donc, on va pouvoir créer notre partie sculpt. Et lorsqu'on aura fini, on n'aura plus qu'à cliquer sur terminer la forme pour sortir de ce mode. Alors, du coup, Xavier, tu parles du mode Sculpt. Donc là, finalement, c'est un peu un synonyme, c'est la même approche. Oui, en fait, qu'on parle du mode forme, sculpt ou encore libre, on parle toujours de ce mode où on va pouvoir manipuler en gros des T-splines, c'est-à-dire que ce sont des volumes ou des surfaces automatiquement lissées qui vont vous donner des formes complètement lisses et non polygonisées comme on pourrait le trouver dans 3ds Max ou dans Blender. Alors là, on a vu une façon d'accéder au mode forme, mais il faut savoir que lorsqu'on importe par l'upload un objet, ici dans votre data panel, vous allez arriver un peu comme dans cette scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historique. Je vais enlever la grille histoire qu'elle ne nous gêne pas. Mais si vous regardez en bas, il n'y a pas d'historique. De ce fait, dans la partie solide, je ne trouve pas le cube forme, puisqu'en fait, dans ce cas-là, il est dans un menu du haut, comme le menu surface, et donc le menu forme. Donc, il y a deux façons de trouver ce menu, en fin de compte. Voilà. Très bien, merci Xavier pour cette précision. Du coup, je vais reprendre la main. Tac. Donc, du coup, dans cette partie forme, on retrouve différents outils. Et aujourd'hui, on va faire vraiment un focus sur l'outil face. Donc, alors, quel est l'intérêt de cet outil et comment toi tu l'utilises dans tes conceptions? Je peux l'utiliser de deux façons globalement, voire même de trois façons en fait. On peut très bien partir d'un objet réalisé à l'aide de primitives ou de modes que l'on peut retrouver dans le paramétrique et dans le mode forme. Donc déjà partir d'un volume. Ou alors on peut très bien l'utiliser en tant que surface X, c'est-à-dire en créant des faces et en donnant petit à petit assez de faces pour acquérir un volume. Il y a une troisième technique que j'utilise qui va être vraiment l'exemple d'aujourd'hui, qui est de l'utiliser en surfacique pour s'attacher à des STL et pouvoir refaire du STL, refaire les formes du STL, c'est-à-dire faire de la retopologie un peu, donc aussi qu'on appelle resurfaçage. Donc c'est vraiment les trois façons de l'utiliser. Par exemple, dans mes cours, je commence toujours par des volumes assez simples comme un banc, puis on passe sur la partie surfacique. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs façons de l'utiliser et c'est surtout qui va vous permettre d'aller vraiment où vous voulez.
Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de partir en mode démonstration. Je te propose de reprendre la main sur Fusion 360. Ceux qui sont connectés, qui utilisent le logiciel, peuvent aussi en même temps se mettre sur le logiciel pour suivre tes explications. Eh bien, très bien. Alors, dans un premier temps, je vais juste faire un petit rappel, qui est que lorsqu'on est dans ce mode forme, en fait, comme je le disais, on n'est pas totalement hors dimension ou contrainte, puisqu'on peut, comme dans le mode solide, partir de sketch, créer donc des formes qui vont vous servir dans des mises en volume. Et on va retrouver les mises en volume que dans la partie solide, comme l'extrusion, la révolution, le balayage ou le lissage. Pour ceux qui sont habitués à l'anglais, révolution, sweep et loft. Il y a aussi un outil de tuyau qui va plus loin que celui qui existe dans le mode solide. J'en ai déjà parlé dans un live. Et il y a une partie qui va nous intéresser qui est face. Donc globalement, si vous utilisez des sketchs avec des dimensions plus ces 4 mises en volume, vous aurez des bases qui sont extrêmement paramétrées. Cependant, ceci sera que votre base, puisque ici, si je fais une extrusion, je vais acquérir ou une surface ou des volumes sur lequel je pourrais... Ah, pardon, excusez-moi, je vais en profiter pour vous montrer une petite erreur qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. C'est qu'ici, si vous regardez, je n'ai plus d'historique. Et ça va vous empêcher, en mode forme, d'accéder aux outils de modification d'arête de sommet et de face. Si ça vous arrive, vous pouvez réafficher votre historique en cliquant sur votre component. Ça y est, il ne veut pas s'afficher, le méchant. Voilà. Et en réactivant votre historique à partir de ce moment-là, vous pourrez re-rentrer dans votre forme et accéder à ce que je voulais vous montrer, qui est que vous pouvez accéder ou modifier le formulaire, qui vous donne accès aux points, aux arêtes ou encore aux faces. Et ainsi, vous pourrez les modifier comme vous le souhaitez. C'est ça le but du sculpt, pouvoir agir en déplacement, en mise à l'échelle ou encore en rotation sur les différents éléments de votre forme, de votre volume. Donc, on crée une base paramétrique, mais pour finir sur une forme très libre. Ça, c'est vraiment la base du module forme. On peut ensuite utiliser un outil très particulier qui est la face, pour ne pas créer des volumes, mais directement dessiner ce qui nous intéresse de face en face. Pour cela, en général, alors là, je vais supprimer ce que j'ai déjà fait, voilà. Donc, on va rentrer en mode face et après avoir mis, par exemple, une image, on va pouvoir la suivre en créant chaque face. Petite précision, lorsqu'on utilise l'outil face en mode dessin surfacique, création directement, il ne faut pas oublier de sélectionner le plan sur lequel vous voulez dessiner, sous peine de ne pas réussir à mettre les points, puisque lui, il ne saura pas sur quel plan s'appuyer et surtout sur quels axes. Donc, je sélectionne mon plan, ce qui me donne la possibilité de dessiner les formes, ou plutôt les faces qui m'intéressent, toujours en me rattachant aux faces déjà faites. Petite précision d'ailleurs à ce niveau-là, si à un moment vous arrêtez, vous interrompez de créer votre face, lorsque vous allez reprendre votre face, n'oubliez jamais de resélectionner votre plan, sous peine de pouvoir accrocher 2 points, mais de ne pas réussir à mettre le 3e, puisqu'il ne sait pas dans quel plan il s'applique. Donc là, je ne m'interromps pas, je vais juste sélectionner mon plan et continuer. Lorsqu'on a fini ce genre de dessin, je vais y aller un peu vite. Voilà.
Lorsque je fais OK, je vais voir toute ma forme se lisser. Si ce n'est pas le cas, c'est sûrement que deux sommets ne sont pas bien soudés. On peut le voir en général en affichant nos arêtes, et il y a une arête beaucoup plus grasse. Donc, il y a un des sommets qui n'est pas soudé. À partir de ces faces, on peut ensuite, par exemple, ou les déplacer et venir attacher d'autres faces de façon agencée, ou encore, on peut utiliser, par exemple, une extrusion pour mettre un volume. Et ici, j'ai déjà la moitié de ma poignée. En changeant en symétrie, j'aurai ma poignée entière. Donc ça, c'est une utilisation de la face, où donc vous pouvez dessiner les formes qui vous intéressent et les mettre en volume. Mais il y a une autre utilisation de la face qui est très importante et qui peut être réellement pratique pour travailler sur du STL, par exemple. Un des problèmes de Fusion 360, c'est qu'il va gérer peu de polygones lorsqu'on importe ou qu'on veut convertir plutôt un STL en mode solide afin de le modifier. Alors, sur l'importation, on n'a pas de limite, mais lors de la conversion, on a des limites. Donc, il peut être très difficile de retrouver sa forme exacte et la retravailler par la suite, ajouter des cylindres, un objet, etc. Du coup, il y a le mode face qui peut vous aider dans ces cas-là. Puisque quand on active la face, il y a une dans la boîte de dialogue qui s'appelle accrochage d'objets. Si vous cochez cette option, vous allez en fait pouvoir réellement vous accrocher à toute la géométrie de votre objet. Par exemple, ici, je ne peux pas aller dans le blanc. Vous voyez mon point revenir automatiquement dans l'objet, un peu où il veut d'ailleurs. Donc en fait, je vais utiliser cet accrochage pour refaire mon objet. Petite précision, on peut aussi appliquer un décalage, puisque si vous dessinez comme ça vos faces, elles risquent d'être sous votre volume. Si vous voulez par-dessus, vous pourriez mettre par exemple un décalage de 0,1 et venir dessiner vos formes. Donc, Pour éviter le chevauchement et du coup avoir un volume voilà. En extérieur fait, au STL. alors, pas extérieur, mais c'est pour éviter qu'il soit à l'intérieur, justement, que tu gardes une visibilité. Donc, pour que les faces que tu crées passent au-dessus, visuellement, bien sûr. Alors, n'allez pas trop fort sur le décalage, hein, parce qu'autrement, vous pourriez très bien créer des faces vraiment avec un décalage par rapport à votre forme. À part si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Donc ici, par exemple, pour refaire cet arrondi, ben, je vais juste avoir à venir attraper mes points. D'ailleurs, souvent, je travaille avec les arêtes visibles. Ainsi, ça me permet de suivre les courbes de mes arêtes et de retomber vraiment sur les mêmes géométries. Donc, par exemple, je vais partir d'ici, je vais faire ma première face et je vais enchaîner comme ceci. Bon, je vais y aller, comme je vous disais, un peu vite, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Et au besoin, on pourra toujours redéplacer les arêtes, les sommets ou encore les faces pour ajuster si à un moment on a fait une petite erreur. Donc là, il y a un effet magnétique quand même qui permet de facilement être sur les sommets ou là, c'est à main levée. Alors, tant que vous êtes dans l'objet, c'est quand même assez à main levée, dans le sens où il n'y a pas un accrochage sur chaque sommet. Par contre, il y a un accrochage quand même sur l'objet. D'où le fait de pouvoir par la suite revenir sur certains points si on a raté un peu le décalage. Cependant, que vous soyez, par exemple, là, je vais faire une dernière phase, par exemple, qui va venir comme ça. Ici, si j'essaye d'avoir l'arête, que je sois ici ou juste à côté, ça ne fait pas une grande différence de surface. Vous restez quand même sur à peu près les mêmes dimensions. Donc, on va vraiment se rapprocher de la forme exacte de notre objet. Et donc, si vous regardez, lorsque je vais faire OK, ça va se lisser. Si ça ne se lisse pas, c'est le même problème que tout à l'heure. J'aurai des sommets qui seraient mal agencés. Mais si vous regardez, je suis plutôt bien ma forme. Et pourtant, je suis allé un peu vite.
Quand je dis que je suis allé un peu vite, c'est par exemple ici où l'arrondi est assez fort, j'aurais pu rajouter un segment supplémentaire. Alors, néanmoins, je pourrais quand même le rectifier, par exemple, en rentrant dans la modification du formulaire. Je pourrais très bien redéplacer mes arêtes pour venir les coller. Ou encore, si ma subdivision faite dans un premier temps n'est pas suffisante, je peux très bien utiliser les outils qui se trouvent dans la modification, comme insérer une arête, pour insérer une subdivision plus et avoir un meilleur contrôle au niveau de cet arrondi. Donc, si vous regardez cette partie rouge, où j'ai pris quand même un peu de, quand je dis un peu de temps, c'est vraiment pas beaucoup, hein, ça m'a pris, on va dire, 5 minutes à refaire cette bande rouge. Mais j'ai pris le temps de placer correctement mes arêtes. Vous voyez qu'elles suivent parfaitement ma forme. À partir de là, soit je fais toutes les faces de mon objet et je vais fermer mon volume en fin de compte, ou je peux m'arrêter, par exemple ici, et je vais avoir deux surfaces que je pourrais relier avec d'autres technos de fusion ou sur lesquelles je pourrais éventuellement mettre une épaisseur avec un shell. Donc voilà l'outil que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui. Alors, il est pratique pour refaire beaucoup d'objets, autant de l'organique que certains objets industriels, puisque même une forme très carrée, on pourrait la refaire avec un outil face. Par exemple, si je l'utilise ici pour faire juste cette forme, je peux très bien refaire une face d'un objet paramétrique. Donc, en faisant ceci, puis, par exemple, je vais effacer mon F pour le moment, et en continuant sur une face, hop, là je vais le décrocher, comme ceci, et je commence à avoir des formes assez angulaires, et donc je peux refaire des objets industriels aussi. On peut aussi agir sur des formes ultra-organiques. Par exemple, ici, j'ai un STL fait à partir d'un scanner. Cet outil face va me permettre, en accrochage d'objets, de refaire le visage ici de mon cousin. Vous voyez, si je ne crée pas de décalage, le problème, c'est que ma forme est venue se placer sous la peau de mon STL. Du coup, je visualise mal, à part si je change de mode pour me mettre, par exemple, en filière. Et là, je vois mes faces. Mais je ne vois plus mon volume, donc ce n'est pas idéal. Donc, toujours penser à créer un décalage suffisant sur une première face pour tester. Et après, le décalage, il reste constant, mais il nous permet de mieux visualiser ce qu'on fait. Voilà un peu l'outil que je voulais vous montrer aujourd'hui et les possibilités qu'il amène. Là, je vais juste... Du coup pour résumer, on va dire que c'est vraiment l'outil idéal pour travailler de la forme libre, des formes gauches. Euh, Tu l'as vu avec une poignée, avec quelque chose qui peut être travaillé un peu à main levée, mais aussi pour aider à la reconception lorsqu'on a soit, par exemple, là, tu as pris l'exemple d'un fichier mesh issu d'un scan ou pour concevoir autour d'un objet existant, d'une image. Ou, voilà, c'est vraiment une aide à la reconception. Oui, tout à fait. Alors là, Alors, par du exemple, coup, je suis en train de le faire sur une pièce industrielle. Mais vas-y, donc là, enchaîne. tu t'appuies sur un fichier qui t'a été fourni qui n'est pas éditable. Qui n'est pas forcément éditable. Par exemple, du step où je n'aurais pas l'historique. Si je devais refaire, je pourrais très bien utiliser cette technique pour m'appuyer sur les surfaces de l'objet et le rééditer. Alors, est-ce que tu peux mixer, par exemple, voilà, sur l'objet que tu as, il y a des parties qui pourraient être faites avec les outils paramétriques de fusion très rapidement, et qu'il y ait une partie de l'objet qui soit plus complexe, et du coup, mixer les deux approches euh, en associant les différents objets.
Alors, tout à fait, puisqu'en fait, par exemple, là, je suis revenu sur la poignée de mon couteau. Si je finis le volume, comme ceci, et que je sors de ma partie forme, donc je clique sur terminer la forme, je reviens au mode solide, donc paramétrique, et en fait, tous les outils du mode solide fonctionnent, par exemple, sur les parties sculpt. Un exemple, si j'avais besoin d'un trou, je pourrais Il y a très un rivet bien, ou une extrusion à faire sur ce manche, tu pourrais tout à les fait. réaliser. Par exemple, là, je vais juste faire un cercle pour créer un trou et son rivet. Et ben, je peux appliquer une extrusion. Dès que mon fusion aura réagi, voilà. Je vais créer une extrusion et on voit tout de suite qu'il est en mode opération coupée. Donc, il vient vraiment utiliser les outils du paramétrique comme on a l'habitude. Donc, si je valide, j'ai un trou dans mon sculpt. Tous les outils qui se trouvent ici peuvent être utilisés. Par exemple, si je prends la partie coque et que je sélectionne mon objet, je vais créer une épaisseur sur tout mon objet. Je peux rajouter des chanfreins, et si ma forme n'est pas idéale, je peux toujours retourner dans le mode forme qu'il a créé pour rebouger éventuellement un point ou une arête. Et lorsque je sors de nouveau, au niveau de l'historique, les étapes que j'ai rajoutées par-dessus, c'est-à-dire mon trou, se réappliquent toujours convenablement. Donc on peut mixer les modes. On peut passer du mode solide au mode forme, éventuellement même au mode surfacique, puisque par exemple ici, je n'ai que des surfaces, donc je pourrais très bien quitter le mode forme, venir dans le mode surface et utiliser les outils de surface pour compléter mon objet. Et on a vraiment une grande possibilité de mixage des trois modes. La difficulté, c'est juste de savoir quand utiliser un mode ou quand utiliser un autre mode. Ça, c'est juste votre objet qui va vous le dire. Est-ce qu'il est complètement paramétrique? Est-ce qu'il a des formes organiques? Dans ce cas-là, on peut passer en mode forme. Ou est-ce qu'on est habitué à travailler qu'avec des surfaces? Et dans ce cas-là, passer en mode surfacique. Alors, du coup, je vois qu'il y a déjà des questions qui apparaissent dans le chat. Il y a une question de Pierre qui demande, par exemple, sur le F que tu es en train de refaire, à ce stade, comment on ferait pour fusionner les différents éléments avec le STL importé? Alors, on ne fusionne pas avec le STL, on le refait complètement. Donc là, il faudrait que je continue ce que je faisais pour fermer la forme. Donc, je repasserai en mode face, en accrochage Donc, oui. d'objet pour faire Donc, la pour répondre partie à du Pierre, finalement, ouais, dessus et là, venir on est dans une attacher. phase de reconception complète. Oui, oui, on ne fusionne pas les objets. Pour une simple raison, c'est que le STL n'est pas combinable avec le reste. C'est le seul mode qui n'est pas vraiment mixable avec les autres modes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est un peu obligé de refaire ou d'utiliser par exemple l'outil face pour refaire notre objet. Puisqu'ici, si je voulais que mon F soit fusionnable avec d'autres outils, il faudrait d'abord que je le convertisse. Sauf que si je regarde avec un clic droit propriété le nombre de polygones qu'il a, je suis à 44 000. Si celui-là, à la limite, pourrait être convertissable. Mais dès qu'on Mais va au-delà de importer ça, un objet scanné qui a un fort niveau de détail, effectivement, on sera c'est mort. bloqué pour pouvoir l'intégrer avec un objet paramétrique, par exemple. Oui, puisque tout de suite au-delà de 50 000, c'est plus faisable. Et même avec un objet de 44 000, comme ici, si je le convertis, il va perdre certains lissages et on va avoir beaucoup de facettes. Donc on risque de ne pas avoir un objet très propre, surtout pour l'impression l'impression 3D qui peut refléter le moindre détail. Ce qui fait que dans l'impression, on aurait du noise, du bruit sur les surfaces. Donc, pour avoir une surface parfaitement propre, souvent, il faut refaire l'objet. Alors du coup, En ça tout peut cas, être nos le cas fusions. aussi lorsqu'on on récupère un objet qui a été optimisé ou comme le dirait très certainement Christine, qui est experte en design génératif, à partir du moment où
on va avoir peut-être une forme proposée, on va pouvoir aussi reconcevoir avec ces outils avec cet outil face. Oui, tout à fait. Par exemple, si vous faites de l'optimisation topologique ou du design génératif, vous pourriez utiliser cet outil face pour refaire votre forme au plus propre. Puisque par moment, les générations par l'ordinateur vous donnent un nombre de faces, des surfaces pas très régulières, puisqu'elles sont en fait basées sur du polygone. Très bien. Alors, on a aussi une remarque de Patrick qui dit, est-ce que ces outils-là sont adaptés, sont idéaux pour, par exemple, faire une coque de voiture? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vous avouerai que pour le live d'aujourd'hui, j'ai hésité à prendre l'exemple d'une coque de voiture, mais c'est vraiment très adapté. En fin de compte, en mode, on va dire, topologie ou plutôt rétroconception, on pourrait utiliser deux outils. Soit de venir récupérer les formes sur des sketchs avec les outils d'Intersect venant d'un STL et réutiliser, par exemple, des outils comme le Loft pour faire convenir les formes entre elles. Ou alors, on peut se mettre en face et venir s'accrocher directement aux surfaces. C'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant pour ça. Et c'est vraiment un cas idéal, les coques de voiture, puisqu'on est vraiment dans ce genre d'arrondi que vous trouvez ici au niveau du F, avec des cassures. Alors, n'oubliez pas par contre de venir, comment dire, ajuster votre forme avec les outils de modification. Pour être très clair, c'est-à-dire que ici, si je fais la liaison en face, cela risque de lisser. Donc, il faudra, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs, hop, voilà. Si je fais OK, il a tendance à lisser ici ma forme entre les deux surfaces. Donc, il faudra que j'utilise des outils qui sont présents dans Modifier afin d'ajuster. Par exemple, ici, en prenant le crease, en français plié, je peux replier mes deux surfaces et retrouver exactement la forme que j'ai dessinée. Et je retrouve les cassures de mon objet. Donc, on peut arriver vraiment aux formes très précises d'une carrosserie de voiture, pour la question. Alors, du coup, Patrick précisait, en partant d'un canevas, je pense que c'était dans le cadre voilà, d'une conception à partir d'un canevas, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je vais ouvrir une autre scène pour vous montrer, puisque en fait, j'avais commencé aussi. Je n'ai pas eu le temps de finir cet objet, mais je m'y remettrai dans pas très longtemps. Ma partie sculpt, voilà. Je vais vous montrer deux modélisations que j'ai fait avec l'outil forme, l'outil face plus précisément. Hop. Et ben là, parfait, on a l'exemple. Je pense que c'est exactement ce que demandait Patrick à partir Voilà. d'un canevas. Alors, ici, je vais réafficher mes facettes. Voilà. Je vais masquer aussi les corps que j'ai affichés, que j'ai créés pour l'exemple. Voilà. C'est exactement la première partie que j'expliquais où on peut donc créer des faces à partir d'un plan. Par exemple, je vais m'attaquer ici tiens, la forme du rétroviseur, excusez-moi, du phare. Je vais donner les courbes à mon phare. Alors, c'est sûr qu'avec un peu d'entraînement, on arrive à des formes beaucoup plus précises. Voilà. Donc là, pour le moment, je suis en train de faire des faces à plat. Après, je vais devoir changer de vue pour déplacer ces points. Alors là, pas de bol, je me suis mis dans la mauvaise vue. Il faudrait que je sois dans ma vue de dessus. Voilà. Pour venir mettre en position, en fin de compte, et éventuellement déplacer mes points. C'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, l'arête arrière, la déplacer vers le fond, prendre les arêtes de devant,
les avancer, voire les réorienter, et prendre cette arête et la monter un peu. Alors tout ça, normalement, on le fait avec le référent visuel, mais on peut arriver donc à refaire toutes les formes comme ceci. C'est exactement ce que j'ai fait ici pour le capot, puisque j'ai la vue de côté et la vue de dessus. Donc j'ai placé deux référents. J'ai dessiné mes formes en vue de dessus, que la moitié, pas besoin de faire l'autre moitié, hein, il y a un mode miroir. Et après, je suis passé en vue de côté et j'ai déplacé mes points pour venir les mettre sur le volume ici du profil. Je l'ai aussi utilisé un peu de la même façon pour créer un visage. Puisqu'en fait, on peut très bien dessiner. Alors, je vais faire disparaître le corps qui existe. Des faces, par exemple. Je vais y aller un peu vite. Voilà. On est toujours dans la thématique du phare, hein, du phare à paupières cette fois-ci. Ce coup-ci, c'est du fard à paupières, effectivement. Mais on est sur des courbes qui sont très proches de voitures. C'est des belles carrosseries. Je vais me faire taper sur les doigts. On s'arrête là. Au plus, je vais me faire taper sur les doigts par les féministes. Et donc, là, je vais juste après passer en vue de côté pour venir placer mon œil là où il devrait être. Et en fin de compte, dans ce genre de cas, on travaille avec plusieurs vues. Alors, en plus, moi, je désynchronise les vues parce que ça a le don de m'énerver que tout bouge en même temps. Et je peux sélectionner sur une vue et déplacer sur l'autre. Et vous voyez comment on donne la forme en suivant les profils. Oula, j'ai raté ma sélection. Et ainsi de suite, je ferai le tour des lèvres, je viendrai relier les deux éléments avec des bridges. Je créerai l'architecture, par exemple, de la mâchoire et du dessus du nez. Je viendrai une nouvelle fois par des bridges, puis modifier ces nouveaux points et faces pour créer, par exemple, la forme de la joue. Et à force, on arriverait à ceci. Oui, effectivement, il y a un petit peu de temps de travail, mais avec quand même un rapport à la réalité qui est presque parfait. Oui, exactement. Alors, il ne faut pas croire, en plus, ça ne prend pas tant de temps que ça. Une fois qu'on est entraîné, qu'on connaît l'outil face, qu'on le maîtrise, une tête comme ça, si on fait régulièrement ce genre de boulot, on peut la faire en, je sais pas, on va dire en 2 heures ou une matinée. En sachant qu'on va faire que la moitié du visage, bien que Bien sûr. nous ne sommes pas symétriques dans la réalité, mais on pourrait effectivement avoir un effet miroir. Oui, mais bon, la symétrie, on peut la casser, puisque si Ah. on enlève la symétrie, après, on peut agir, par exemple, que sur cette arête ou que sur celle qui est au milieu du front. Donc, en fait, on Et commence retrouver symétrique, mais après, on nos casse. défauts qui font notre perfection. Voilà, exactement. Du coup, on a aussi une question qui est posée sur le chat concernant. Alors là, c'est pour une application différente, mais apparemment, la personne travaille déjà sur un projet qui touche le domaine dentaire. Donc, je pense à partir d'une imagerie, voir si cette fonction pourrait en fait permettre de reconcevoir. Alors, j'imagine qu'il s'agit par exemple de faire une empreinte dentaire et à partir des prises de vue, en tout cas de ce qu'on récupère en termes d'informations, de redessiner une dent ou de redessiner après, je ne parlerai peut-être pas dans les bons termes, le bridge ou l'inlay qui va être réalisé par le professionnel. Oui, bien sûr, on peut l'utiliser. Le seul problème, on va dire, c'est que les dents ayant une architecture, des formes compliquées, on pourrait y passer du temps pour avoir chaque détail, mais c'est tout à fait utilisable, Donc, à partir du puisque moment où on récupère un maillage, où on un récupère des maillage, informations, oui, ou même, voilà, on va pouvoir effectivement utiliser ces outils de face. Alors après, peut-être, comme tu l'évoques, la précision ne sera peut-être pas
Ah, suffisante. on peut arriver à une précision assez grande, hein, attention. C'est juste que vous devrez être précis dans vos clics, dans vos positionnements. C'est pour ça que je rappelle qu'on peut afficher, hop, pardon, je vais reprendre Estelle, voilà, qu'on peut afficher les arêtes, puisque si on voit le maillage, on peut plus facilement le suivre. Une courbe que l'on voit dans un maillage, si on voit un arrondi, par exemple, sur ses faces, là, on ne le voit pas, mais on va dire sur celle-ci, on le voit, si on se met un peu, on a des courbes et on peut les suivre pour être vraiment extrêmement précis. Donc, on peut arriver Alors, vraiment à quelque chose qui va vous servir. Mais il faudra y passer un petit peu de temps, vu les détails que l'on a au niveau des dents, le nombre de creux, de petites nervures. C'est après, sûr j'imagine que, que face à des logiciels métiers qui vont proposer peut-être une retopologie, on va dire automatique, ça serait peut-être un peu plus fastidieux. D'autre part, est-ce qu'on pourrait faire une comparaison entre le mesh et la CAO qu'on vient d'obtenir avec cette technique de face et s'assurer qu'il n'y ait pas de zone où il y a de la déformation ou une perte de précision? alors en fait, on pourrait très bien utiliser par exemple des outils d'analyse comme l'interférence pour prendre les deux objets et voir ce qui est en interférence et ce qui ne l'est pas. Et donc voir les différences entre les deux objets. Ça, c'est tout à fait possible. Après, on n'arrivera jamais à une précision comme certains logiciels qui vont directement gérer les polygones et dans lequel on peut, dès qu'on importe notre objet tiré d'un scanner, le modifier point par point. Là, je vous parle dans le cas où on doit travailler sous Fusion, où on veut utiliser les outils paramétriques, par exemple, dans notre objet pour modifier l'objet. Bah écoute, Xavier, merci pour ces différents exemples. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as ressorti des archives et tu nous as montré effectivement différents cas d'application. Donc, c'est effectivement plus clair par rapport à ce mode forme et à l'outil face qu'on retrouve dans Fusion 360. Du coup, je vous propose de préparer vos questions ou les questions qui seraient encore en attente. En attendant, effectivement, je vous propose de reprendre la présentation. Vous pouvez utiliser le chat pour partager vos questions, vos remarques, vos retours d'expérience. Je vous propose du coup de voir où est-ce qu'on peut retrouver Xavier. Donc Xavier intervient aussi sur l'ensemble des formations Fusion 360. Je l'évoquais en début de live sous le format e-learning avec notamment la Google Home qui est à reconcevoir avec un challenge. On retrouve aussi lors de classes virtuelles puisque en ce moment on continue et jusqu'à la fin de l'été le format de classe virtuelle qui a été mis en place pendant le confinement. Et on retrouve également Xavier en centre Autodesk et aussi en accompagnement sur mesure pour vos projets au cas par cas. Je me permets une petite parenthèse en attendant de traiter vos dernières questions, car il y a une actualité qui est tombée et qui est importante, notamment par rapport aux aides mises en place par l'État pour vous former dans cette période de reprise d'activité pour beaucoup d'entre vous. Donc, en sachant que le dispositif FNE formation que nous avions présenté lors d'un précédent live est maintenu et même renforcé, puisque tous les collaborateurs d'entreprise qui font appel au chômage partiel pour eux ou pour leurs collègues peuvent faire des demandes d'aide et de prise en charge pour leur formation. Donc, je vous invite à prendre contact avec les conseillers F3DF qui connaissent les procédures avec les organismes financeurs pour vous faire bénéficier de vos droits sur ce point. Je vous rappelle aussi que le compte formation est fortement aussi encouragé et recommandé par le gouvernement dans cette période pour puissiez bénéficier de vos droits de formation, notamment pour ceux qui n'ont pas encore utilisé leur droit au DIF qui date déjà de quelques années et c'est la dernière année pour les mobiliser.
Donc, sur ce point, vous pouvez bien sûr nous contacter et on vous aiguillera sur les possibilités de financement. Je vous rappelle que ce live était en direct, il sera accessible en replay sur la plateforme F3DF e-learning et aussi sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, je vous propose de les traiter avant de clôturer ce live. Si vous en avez, allez-y, c'est le bon moment. Alors, je vois qu'on a quasiment traité toutes les questions qui ont été posées sur le live. Écoutez, je vous propose de clôturer cette session. Merci beaucoup, Xavier, pour ces explications et pour ce workshop. Et on se retrouve comme tous les mercredis pour les prochains lives. Et bien entendu, vous avez toutes les modalités de formation pour pouvoir retrouver Xavier.